APAN M360. Je suis avec Michel Levasseur. Michel, qui est le fondateur, qui a été pendant 4 décennies et plus le directeur artistique et directeur tout court du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, et l'objet d'un prix hommage au prix Opus ce 2 février. Michel, bonjour. Bonjour, bonjour. Michel, on se connaît depuis à peu près les débuts du FIMAV, du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Oui. En une vingtaine de minutes ou un peu plus peut-être, on ne pourra absolument pas résumer ce qui s'est passé, mais on pourrait peut-être essayer de dégager des lignes de ton œuvre, parce que c'est une œuvre, tu t'es consacré essentiellement à ce festival dans ta vie professionnelle, même si tu as une formation d'ingénieur forestier. Tu as travaillé là-dedans au départ, mais la musique l'a emporté et finalement, tu es devenu directeur artistique et fondateur d'un festival de notoriété internationale. Moi, je suis venu au premier. Ben, 83. En C'est ça, je suis 83. venu au premier. Je suis Ouais. venu au premier. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est très convivial. Ça a toujours été une marque de commerce. C'est bizarre de dire ça, mais une caractéristique de Victo, du FIMAV ici, c'est que c'est dans un petit centre, puis tu es très proche des artistes, le public, après une couple d'années, se connaît, les amis se font un circuit d'amis à distance, ils viennent se rencontrer à Victo. La base de ça, c'est vraiment ça. L'équipe ici a commencé très familiale. Mes deux sœurs, Jean-Denis était au premier festival, mon frère, il a joué, il est sur l'affiche. Ma mère, mon père ont travaillé, ont fait des travaux pour nous aider à partir ça. Puis, c'est des gens de Victo, les techniciens en majorité, presque tout le monde de Victo a vraiment... En fait, le premier festival s'est fait carrément bénévolement. Tout le monde, même les techniciens de son, d'éclairage, le graphiste, moi, évidemment, tout le monde était bénévole. On était tous soit sur le chômage ou sur le bien-être social à ce moment-là. Puis il y a eu une volonté très forte de faire quelque chose dans notre région. Puis, bon, on ne savait pas là, où ça irait, évidemment, mais de vivre ici, d'animer la région avec des choses qui sont pas sur les réseaux populaires, puis de continuer. Finalement, ça l'a évolué, des hauts, des bas, mais on a toujours été là. On a arrêté 2 fois dans l'histoire, là. Pas pour la pandémie, mais 2 fois dans l'histoire de l'événement, après 10 ans. On était revenu au mois d'octobre, après au deuxième, puis après une dizaine d'années, 92, là, il y a un conseil municipal qui voulait s'ingérer dans la programmation. Ça n'a pas fait. Il a fallu toujours défendre ce qu'on faisait, hein. C'est assez spécial de faire un événement de niche comme ça en région. Puis, donc, on a pris une année de négociation, on est allé voir à Sherbrooke, on a fait un sondage avec notre public qui, lui, ne voulait pas aller dans un grand centre, il ne voulait pas aller à Montréal ni Québec, et le plus proche, le plus gros, c'était Sherbrooke, près des États-Unis aussi, où on peut retrouver ce petit caractère-là de petit village. Mais finalement, on est resté ici, on a fait, il y a eu une élection, un genre d'élection de réunion des municipalités, de fusion, hein, ils appellent ça la fusion. Puis à ce moment-là, chaque personne qui était en élection devait se prononcer sur le FIMAV. On est venu à un sujet d'élection. Puis celui qui a gagné, ben, il était pro-FIMAV, lui. Puis on a signé, un mois plus tard, on a signé le premier triennal avec la ville de Victo. Puis depuis ce temps-là, on a l'appui de Victoriaville. La deuxième fois, c'est après le 25e, mais là, au 25e, c'était un épuisement, une difficulté de financement, épuisement un peu aussi créatif, artistique. On avait des projets, mais on n'avait jamais le temps de les mettre en forme.
Tu arrives au mois de septembre, octobre, puis là, tu n'as pas l'argent pour faire quelque chose de nouveau. Tu essaies juste de reproduire au moins avec ce que tu as d'assurer un autre événement. C'est qu'on a arrêté pendant un an aussi là, puis on est revenu avec le projet des installations sonores. En fait, cette année, en 2025, ça va être la 15e année du circuit des installations sonores. Donc, ça l'a donné une autre énergie. Moi, je dis que ça l'a sauvé l'événement. Ça l'a fait participer beaucoup de gens de la région. C'était gratuit. Puis c'était bien accueilli, contrairement à des actions qu'on faisait dans les écoles, d'aller faire des spectacles d'école ou des spectacles dans la rue. On se retrouvait toujours avec des commentaires entre guillemets négatifs, des gens qui étaient offusqués, choqués. C'est incroyable. Nana Vasconcelos, les enfants étaient tous joyeux. Il y a une photo extraordinaire de Nana qui joue devant une centaine d'enfants, tout émerveillés de voir un musicien faire les sons, sa voix comme ça, noire, en pleine école, puis les professeurs en arrière qui bougonnaient parce que c'était, d'après eux, pas assez pédagogique. Là, c'est incroyable. Mais les installations sonores, les gens peuvent se déplacer, arrêter quelques secondes à une installation, se déplacer vers une autre s'ils n'aiment pas, faire le tour au complet. En tout cas, c'est très positif, puis c'est en lien artistiquement avec l'événement, ce qui se passe en salle. Souvent même, il y a des artistes en art sonore qui présentent une installation et sont dans un concert en salle. Donc, on avait trouvé là, la formule dite populaire là, de participation plus grande qu'on voulait nous imposer au 10e anniversaire, mais avec des concerts, des shows de blues dans les bars, des choses comme ça, là, qui n'avaient pas rapport à notre événement. Donc, ça a été quand même une lutte constante de garder le mandat premier de l'événement, d'être dans un créneau de recherche, d'un créneau de nouveauté, d'instabilité. Il faut que les gens, pour venir à Victo, il faut risquer. Faut vouloir découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Un peu à l'inverse de la mise en marché usuelle dans le domaine du spectacle. Souvent, les gens veulent entendre ce qu'ils connaissent, puis ce qu'ils ont vu à la TV ou la musique qu'ils ont écoutée pendant un an de temps. Donc, c'est comme ça qu'on est depuis les débuts. Oui. Maintenant, si on essaie de circonscrire les très grands moments, c'est-à-dire spontanément, évidemment sans les décrire de fond en comble, mais quels sont les événements charnières que tu as présentés, les concerts qui ont été marquants et qui ont défini le FIMAV, qui ont fait en sorte que le FIMAV a connu une notoriété nationale et aussi internationale, même si ce n'est pas un festival de masse, c'est un festival qui rassemble des férus qui sont d'accord avec la prise de risque et qui aiment se faire bousculer et qui aiment découvrir. Et donc, tu as réussi à constituer une communauté de mélomanes qui revient bon an, mal an, même si elle s'est relativement transformée au fil du temps, qui finalement constitué ton public. Quels sont les grands événements? C'est ça, c'est surtout rendu à mon âge, là, où on oublie beaucoup. Mais les grands événements, il y avait toujours quelque chose qui sauvait le festival. C'est bizarre à dire, là, disons, mais des années où il y avait soit moins de monde, où on avait des problèmes financiers, c'était comme sauvé par un événement qui était important au niveau de la participation du FIMAV à la diffusion de ces musiques-là, tu sais, qui ressortaient du lot, que les gens vont se souvenir, le concert
le concert du Trésor de la langue. Pourquoi ils coupent les pauvres? Pourquoi ils vont pas chercher des poches de ceux qui ont bien des millions, de ceux qui gagnent des millions? Pourquoi ils vont pas chercher ça là-dedans? Il n'y a pas de pauvre monde tranquille. Et le grand succès d'estime, pas seulement de participation publique et financière et tout ça, mais c'est des concerts d'estime qui ont fait que ça a donné de l'énergie, ça a donné du sens au FIMAV, de passer puis de continuer, de vouloir y venir pour le public. Quand on a présenté John Zorn, plusieurs de ses concerts ont été exceptionnels. Je regardais la collection des disques de Victo. Le deuxième disque, c'est un duo avec Braxton et Derek Bailey. Là, ça, c'était en 86, c'était enregistré. Aujourd'hui, ils sont dans les livres d'histoire. Ces gens-là, c'était des concerts super importants au niveau du contenu musical. Ça va même Bill Dixon. L'année de Bill Dixon, ça a été une année très difficile au niveau financier et tout. Un peu moins de monde, mais Bill Dixon, quand il est venu son projet à Victo, il était en fin de vie. Il est décédé 3 semaines après le concert, donc ça a été son dernier concert. Puis il était au 4e étage à l'hôtel, dans sa chambre, puis il écrivait la musique. Puis les musiciens étaient au sous-sol, puis ils répétaient pendant 2 jours. Puis ils montaient chercher la feuille de musique, puis ils descendaient, puis ils travaillaient. Puis une fois dans l'avant-midi, puis une fois l'après-midi, on amenait Bill Dixon en bas, puis il écoutait. Puis finalement, tu t'aperçois que tu fais un disque de ça. Tu sais, moi, je suis très fier de l'étiquette des disques Victo. C'est un beau patrimoine musical. Puis pour le FIMAV, ben, ça a fait, wow, ce concert-là est légendaire. Tu sais, c'est historiquement important. Puis dans la carrière d'un artiste, d'un grand artiste comme Bill Dixon, c'était très émouvant. C'était très émouvant tout ça, de participer à ce mouvement créatif-là, d'être un lieu où ça pouvait se faire, ces choses-là. Le 40e, moi, je me suis impliqué dans le premier concert seulement. C'est en 2022. Je ne savais pas que j'étais pour arrêter de toute façon en 2023, mais Pascal Bérardi me contacte, puis c'est un des chanteurs du Growlers Choir. Puis je ne sais pas qui est un compositeur, lui, je ne sais pas qui a fait des études, etc., puis qui écrit des pièces pour
flûte traversière solo, puis quatuor à cordes, etc. Puis il me propose le projet de Basileus, une cinquantaine de musiciens avec une instrumentation incroyable, inconnue, nouvelle, quasiment avec les Growlers, avec Forestari, des guitares acoustiques, avec des chanteurs, des solistes, avec Sixstrom, des paquets de musiciens et d'instrumentation super professionnels, super intéressants. Puis, il voulait une lettre d'intention, lui. Moi, j'en fais pas des lettres d'intention. J'ai jamais voulu faire des lettres d'intention. J'ai trouvé que c'était tellement ridicule qu'on s'en remette aux fonctionnaires qui vont décider à qui ils donnent des subventions, puis on fait juste ceux qui ont eu leur subvention. J'ai dit, moi, je fais pas de lettre d'intention. J'ai dit, je vais t'offrir un concert. Après avoir parlé avec Pierre-Luc Sénécal, le directeur de Growlers, c'est qui ça, Pascal? Puis, fait une petite recherche comme ça, puis j'ai dit, moi, je fais des contrats, puis je t'invite pour le concert d'ouverture, la date, l'heure, la salle, le cachet, tout. On signe un contrat. Fait que, il est parti avec ça, lui, puis ça l'a aidé. Là, il n'avait plus besoin d'avoir des lettres d'intention. Il y avait un concert de fixé. Puis c'est ce concert-là, pour moi, a été un résumé. Scott a fait toute la programmation, super de programmation, autre, mais ce concert-là, c'était mon invitation. Puis là, je me retrouvais dans la salle comme dans le public, puis moi, je me souviens d'avoir présenté l'OSM au premier concert, puis 40 ans plus tard, tu as un ensemble dit symphonique du présent ou du futur, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais avec une instrumentation jamais vue, avec un pouvoir au niveau musical et tout. J'étais tellement content que Victoriaville a pu être une place pour présenter ce concert-là. Fait que c'est des événements comme ça, c'est pas nécessairement des grands événements toujours, puis des grands concerts d'orchestre. Ça peut être un concert, à un moment donné, il y avait un trio au Cégep qui avait John Butcher, Axel Dorner, puis Xavier Charles. 3 instrumentistes acoustiques. Ça a été le concert pour tout le monde, les spécialistes et tout, qui a amené une nouvelle musique. C'était une musique avec des instruments acoustiques, puis le son qui sortait de là était électronique. C'était comme un concert de musique électronique, mais joué sur des instruments acoustiques. Ça a été majeur au niveau de l'avancement un petit peu. Quand on dit on voulait travailler sur des nouveautés, faire avancer les choses, ben, c'est ces moments-là parce que là, ça peut pas être tous des grands succès, puis, je veux dire, mais il y a des moments comme ça qui ont été très importants pour l'acceptation du film, pour que les gens veuillent revenir. Ah, wow. On reparle de certains concerts qui nous ont émerveillés, puis il y en a de toutes les sortes, de tous les genres. Oui, bien sûr, on ne peut pas faire un résumé de 42 ans de travail, mais ça pourrait être très long. Maintenant que tu mènes les destinées des disques Victo, qui est une propriété familiale d'une certaine façon, et maintenant tu travailles en retrait, c'est-à-dire que tu n'es plus impliqué directement dans l'organisation.
Comment Non, vis-tu cette nouvelle réalité? Parce que tu as été toujours dans l'action pendant 42 ans. Maintenant, l'action est fort différente. oui. Euh, c'est c'est difficile. C'est difficile de trouver un rythme et tout. Ça m'a forcé peut-être, là, ça nous a forcé ici à l'interne à produire davantage. Tout d'un coup, du côté des disques. Pendant les 10 dernières années, on a sorti un disque par année. Depuis 2008-2009, là, quand on a arrêté le fumeur et tout ça, c'était la crise économique en plus, puis là, l'entrée du numérique, puis en tout cas, elle a commencé la baisse là, de la vente de disques compacts. Après ça, il y a eu l'arrivée du vinyle, le retour du vinyle, etc. Puis le streaming, maintenant, l'écoute en continu. C'est une industrie qui est en déclinaison, là, en périclinaison. Déclin. Mais déclin, c'est ça, déclin. Un paquet de mots là, que Ça arrive. ils ont tous dans même, ils veulent tous dire la même chose. Puis donc ça, c'est un peu difficile. Puis on a produit 3 disques là, entre le 15 janvier puis le 15 janvier 2024, 15 janvier 2025. 3 projets, 2 du 39e, Void Patrol, puis le trio de François Hull, Kate Gentile, puis Alexander Hawkins. Et là, un projet du 40e avec John Butcher et Sophie Agnel. Mais c'est un peu... je parlais hier avec Isabelle Bozzini qui a repris, les Bozzini qui ont repris Dame. Puis on fait ça par amour de la musique, puis pour continuer. Il y a tellement de musique à travers le monde qui ont une difficulté de diffusion, beaucoup. C'est pas juste le fait de vendre ou pas vendre un produit, c'est que là, on est englouti, on est dans un creux de vague, beaucoup, les musiques dites d'avant-garde ou nouvelles, etc. Il y a un système de diffusion de la musique où on est dans le plancher bien raide, puis il y en a des millions puis des millions par-dessus nous autres, puis c'est pas évident, là. C'est pas évident. Des médias qui tombent. C'est lourd comme processus. Je pense travailler l'étiquette, le label pendant une dizaine d'années après avoir laissé le fumeur et pendant ce temps-là, remettre tous les droits aux musiciens, fermer la bâtisse à un moment donné. Quand même une activité qui te tient à cœur et que tu vas poursuivre pendant un moment. Et Oui, dimanche prochain, quand même, il va y avoir un épisode heureux, c'est-à-dire que tu vas recevoir un prix hommage, oui. c'est-à-dire au gala des prix Opus. C'est quand même quelque chose de très important pour coiffer ta carrière d'une certaine façon. Puis peut-être passer le flambeau et donner envie aux gens qui suivent. Ben oui, ben, en tout cas, moi, je suis très, très content d'avoir pu vivre chez nous, dans ma région, et vivre de la musique. Là, hein? Donc, c'est possible de faire. Ça démontre ça, que des artistes, des gens qui s'intéressent à travailler dans la culture peuvent vivre en région ou peuvent vivre n'importe où dans le monde. C'est les deux questions qu'on m'a posées le plus dans ces 40 ans-là, c'est quoi la musique actuelle, puis pourquoi Victoriaville, tu sais? Ces deux questions-là, puis Victoriaville, pourquoi pas? Tu sais? Mon expérience en Europe m'avait démontré que les festivals n'étaient pas tous à Londres puis à Paris. Tu sais? Il y en avait dans plein de régions de chacun des pays, puis beaucoup d'événements plus nichés, en fait, étaient dans les régions. Pas juste des festivals de folklore, tu sais. Fait que oui, j'espère bien continuer un peu, comme je te dis, mais il va falloir en même temps arrêter le festival. J'arrêtais
parce que la pression de faire une programmation a commencé à être lourde pour moi. Tu sais. Donc, là, je suis encore dans le même milieu, puis je trouve ça un peu difficile de continuer. C'est comme des... Je sais pas, j'avais l'impression que ça serait simple et jouissant de faire seulement que ça. Puis là, ben là, je suis dans le même contexte avec les musiciens, avec l'art, avec la difficulté d'en vivre. Tu sais, c'est la même problématique, mais bon, là, moi, je vais vivre ma retraite, ma pension va rentrer à tous les mois là, dans mon compte. Là, ça fait que j'ai au moins moins de pression financière, ça c'est certain. Mais Excellent. on va Ben, continuer, on va continuer. ouais, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de continuer tant qu'on a de l'énergie puis qu'on est capable de faire face à d'autres défis, ce qui nous Ouais. tient en vie, en fait. Alors, écoute, Michel, je te félicite pour l'ensemble de ton œuvre. Panem 360 te félicite. C'est quand même un très grand accomplissement de ta part d'avoir tenu le phare, d'avoir alimenté la région dont tu es issu pour faire en sorte que cet événement-là vive, connaisse un essor incroyable, même si c'est resté à taille humaine, relativement modeste à la limite, mais qui est resté quand même un festival emblématique de la culture québécoise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux dire, je suis un peu gêné dans tout ça quand même, là, hommage et tout. Là, on n'est pas habitué à ces choses-là, puis parce qu'on le fait pas pour avoir des prix, etc. Tout ça, mais je suis content. Je suis vraiment content d'avoir participé à l'évolution de cette musique-là.